Être en santé, ça dépend pas seulement de ton corps physique, mais aussi de ton corps mental et de ton corps émotionnel. C'est pourquoi je te partagerai différentes approches pour harmoniser les trois corps afin d'avoir une santé globale. Ce podcast s'adresse à ceux et celles désirant vivre un changement significatif dans leur vie. Je suis Marie-Ève Tremblay, naturopathe holistique, et je t'invite personnellement à venir découvrir comment goûter à la vie. Bonjour et bienvenue au podcast Goûte à la vie. Le sujet du jour, on va parler en fait d'alimentation, puis pas n'importe laquelle. J'aime qu'on spécifie parce qu'on va aller dans une direction bien précise. Alors, mon invitée d'aujourd'hui, elle a une formation en psychologie. Elle a pris un virage qui fait pas mal jaser. Elle s'est tournée vers une approche intégrative de la santé. Puis ça, moi, j'adore ça. Alors, après plusieurs années de pratique clinique, elle s'est passionnée aussi pour le lien entre le cerveau et l'intestin. Et elle s'est formée aussi, bien sûr, à la méthode GAPS, centrée sur l'amélioration, en fait, de la santé du microbiote. À travers ses formations puis ses partages, puis même son expérience, je dirais, elle met en lumière comment l'alimentation peut influencer la santé mentale et émotionnelle. Et que ça me parle. Bienvenue Geneviève Labonté-Chartrand sur le podcast Goûte à la vie. Oui, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Merci à toi de venir, oui. L'introduction était vraiment sacoche. C'est super, vraiment. Oui. C'est simple, mais ça dit quand même tout. Ça dit tout. Puis des fois, les gens sont un peu mêlés, comme j'ai pratiqué pendant plusieurs années. Ils se demandent, genre, j'ai encore un titre, où je suis rendue, mais c'était comme parfait. Ah, merveilleux! Oui, c'est ça. Merci. On est bien parti. Alors, moi, aujourd'hui, étant donné que de plus en plus, tu te fais connaître dans tous les sens, ça fait beaucoup jaser, cette Geneviève. Oui, mais moi, je trouve ça... Effectivement. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est ton approche parce qu'effectivement, il y a vraiment une amélioration qui se produit chez l'humain quand ils vont adopter ce style alimentaire-là. Et j'aimerais savoir, première question, à quel moment que toi, en fait, que tu as réalisé qu'il y a un lien vraiment profond entre le microbiote et le cerveau de l'être humain? Donc, j'ai réalisé qu'il y a vraiment un lien, une connexion entre l'intestin et le cerveau quand j'ai commencé à devoir offrir des soins à mon fils. Donc, mon fils, qui est déjà âgé de 17 ans maintenant, et là, on recule de plusieurs années, là, préscolaire, là, 2, 3, 4 ans. Là. OK. Donc, j'ai fait la littérature sur le plan du microbiote. J'ai commencé à m'intéresser aux liens entre le microbiote et le Mais ça a été quoi le déclic? Parce que quel est le problème de santé que ton fils avait à ce moment-là? C'est ça, mon fils est venu dans ce monde avec quelques strikes, malheureusement. Oh, pauvre chat! Il va bien maintenant, il a 17 ans, mais je peux en parler, riant un peu, mais en tout cas, c'était pas drôle au moment. Mais donc, c'est un enfant qui est né avec, prématurément un peu, mais avec jaunisse, malformation congénitale, torticolis sévère chronique, l'oreille complètement collée sur l'épaule. Et donc, tout ce qui a découlé de ça aussi, des enjeux de l'allaiter, entre autres. Donc, j'ai pas pu l'allaiter. Et il est venu au monde avec une dyspraxie motrice sévère. Donc, physiothérapie tous les jours pendant la première année de vie. Donc, beaucoup de douleur, le système nerveux vraiment, vraiment stressé. Donc, un enfant extrêmement stressé qui ne dormait pas. Et compte tenu que je n'ai pas pu l'allaiter, bien, j'ai dû me tourner vers des formules commerciales. Et il y avait des enjeux digestifs extrêmement importants. En fait, je suis en train de devenir folle tellement que je ne dormais plus à certains moments. Ouais. Et j'ai vu, c'était un ostéopathe qui est âgé à l'âge de peut-être, c'est un poupon encore, c'est un ostéopathe qui m'a dit, vous savez, dans l'état dans lequel se trouve votre fils, si vous continuez à le nourrir avec des formules comme ça, il y a des grosses intolérances. Il va développer des troubles très graves là, au niveau neurodéveloppemental. Donc là, ça a été un point tournant d'abord à ce moment-là. Bien, ça a été un point tournant puisque moi, j'étais psychologue à ce moment-là déjà. Je travaillais en santé mentale psychiatrique quand mon fils est né. J'étais une jeune psychologue. J'ai soutenu ma thèse de maîtrise, j'étais enceinte. Donc, j'étais une jeune psychologue.
Et donc, je me suis dit, ben voyons, qu'est-ce qu'il me dit là, cet ostéopathe-là, au sens où, dans toutes mes études de maîtrise et doctorale, on n'a jamais même souligné que l'alimentation pouvait être en cause dans les troubles neurodéveloppementaux. En fait, c'est toujours génétique. Hein? C'est comme si c'est génétique. Donc, j'avais même pas une petite lumière là, qui s'allumait dans ma tête sur le rôle de l'alimentation. Malheureusement, pour toi, à ce moment-là, il était pris comme ça. Ben, le premier diagnostic qu'il y a eu, là, c'était des enjeux de praxis très sévères. On m'a dit, c'est génétique. Les malformations congénitales aussi, c'est génétique. Donc, bon, tu pars avec cette idée-là comme parent, mais là, voilà, fait que ça m'a ouvert déjà les yeux. Quand j'ai vu cet ostéopathe, je pense qu'il y avait 8 ou 9 mois, là, il m'a dit, gros enjeu. Et puis, il faut absolument aborder ça, puis va voir dans l'alimentation. Je suis sortie un peu de cette rencontre-là en riant, un peu dans ma barbe, en disant « Ah, de quoi qu'il parle, lui? » Exactement. Mais ça a porté fruit parce qu'à un moment donné, comme parent, quand on est à bout de ressources, on finit par chercher des stratégies. Puis il m'avait dit, enlève le lait, prends du lait de brebis, fais une formule maison pour l'aider à digérer. Puis j'avais trouvé ça comme bien étrange, là. Mais ça a fait un peu son chemin. Puis comme j'étais moi-même en ce moment-là au doctorat, donc j'occupais un poste en psychiatrie, mais je faisais mon doctorat dans un laboratoire de recherche. Donc j'avais accès à toute la littérature, les bases de données. Fait que je suis curieuse comme je suis. Je commençais à aller chercher un peu là-dessus. C'est ça, vraiment pour m'apercevoir que le microbiote intestinal s'était documenté depuis comme des centaines d'années. Wow! Oui. Oui. Ah, c'est intéressant, ça. C'est ça le début. C'est ça le déclenchement de tout. Bon, là, il y a eu plusieurs étapes, là. Plusieurs essais, plusieurs erreurs. J'ai fait des formations à l'extérieur du pays, des formations accréditées par l'ordre, des formations non accréditées par mon ordre des psychologues pour, comme parent, savoir quoi faire. C'est ça. Panoplie de consultations professionnelles. J'ai vu des naturopathes et tout ça. Ça a cheminé au fil des années. OK, excellent. Et maintenant, vers quoi tout ça t'a dirigé? Hein? Parce que on s'en va comme en forme d'entonnoir, tu sais, t'as parti de, voyons donc, à, on est arrivé à quelque part. Puis, c'est là que je veux t'amener aussi aujourd'hui à parler de ce que tu fais maintenant. C'est ça. Donc, alors, disons, dans les 10 premières années de vie de mon fils, j'occupais un poste en hôpital psychiatrique. Je me suis promenée beaucoup sur les unités de soins. J'ai touché à tout, là, clinique du trouble de la personnalité limite, où je voyais des femmes en très grande détresse émotionnelle, suicidaires activement, mais avec des gros enjeux intestinaux. Gros enjeux intestinaux. Donc, c'était comme une comorbidité, des troubles concomitants extrêmement fréquents. Sinon, voire à presque 100% du temps. J'ai travaillé là 2 ans. Ensuite, je me suis promenée. Unité de soins courte durée, donc des gens qui font malheureusement des actes aignants suicidaires, qui se ramassent hospitalisés là pour un peu voir aussi qu'est-ce qu'ils mangent, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils consomment, c'est quoi la base de leur hygiène de vie. Ensuite, je me suis... j'ai fait ça, là, que je suis allée... travailler avec les cliniques du trouble menstruel, la dysphorie menstruelle chez les femmes. J'ai vu des femmes extrêmement souffrantes en période menstruelle alors qu'ils retombaient complètement normal après. Comme grosse crise avant, pendant, puis après, d'un coup, moi, je me disais, il y avait des laboratoires de recherche là où je travaillais, je me disais, voyons, c'est étrange. Qu'est-ce qui peut justifier ça, là, qu'on devienne dans un état de... chroniquement suicidaire, puis la semaine d'après, les femmes, on les mange tout est beau. Fait que c'est comme, moi, ça me suscitait beaucoup, beaucoup de questions dans le milieu psychiatrique. Et les 4 dernières années de ma carrière, j'étais à l'ado-psychiatrie, donc j'ai travaillé avec des adolescents. Et là aussi, j'ai vu beaucoup d'adolescents, par exemple, avec des problématiques d'Hashimoto, comme une maladie d'Hashimoto, par exemple, et des troubles de conduite écœurants, des explosions. Fait que j'ai commencé à dire aussi, OK, il y a aussi comme quelque chose de neurophysiologique qui fait en sorte qu'il y a une dysrégulation émotionnelle. Wow. Hein? Oui, donc, on peut voir, là. Je n'ai pas vu un, je l'ai vu comme des dizaines et des dizaines. C'est ça, exact. Alors, en me promenant comme ça sur les unités de soins psychiatriques, là, psychogériatrie, voire comme la dépendance à ça. Bon, ça m'a vraiment centralisée en disant, OK, tu sais, l'esprit, la régulation émotionnelle, les émotions ne sont pas déconnectées du fonctionnement du corps. Je le vois très bien ici dans le milieu psychiatrique, que des conditions physiologiques très importantes amènent des dérèglements, je vais dire psychologiques, une détresse psychologique, des fois à des intensités de vouloir s'enlever la vie. Oui. Donc, à travers tout ça,
pour répondre vraiment clairement à ta question, j'ai fait plusieurs prises de conscience. Comment ça se fait que des conditions de santé comme ça nous amènent en dysrégulation émotionnelle pour m'apercevoir que c'est parce qu'il y a une communication entre l'intestin et toutes les bactéries, les micro-organismes du corps et le cerveau. Le cerveau, c'est un computer. Il compute ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ouais. Hein? Fait que quand on a vu des centaines de personnes en psychose, complètement délirées, on voit bien que le cerveau n'est plus dans son état fonctionnel, mais l'affaire, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui cause? Elle est où la cause? Que le cerveau ne fonctionne plus normalement? Pourquoi qu'une personne est délire? Pourquoi une personne veut s'enlever la vie? Pourquoi une personne est en dysrégulation émotionnelle? Pourquoi les jeunes enfants ont des troubles de conduite? Pourquoi il y a une montée fulgurante du TDAH de comme 1% de la population à des plans d'intervention dans la moitié des enfants dans les écoles primaires? Pourquoi? Moi, je me pose beaucoup de questions. T'es une chercheure. Oui, j'ai fait de la recherche quand même pas mal d'années. C'est ça. Oui. Mais j'ai cet esprit un peu là de ne pas me suffire des premières réponses qui me sont de curiosité. Oui, absolument. Donc c'est ça. Fait que là, j'ai fait 1+1 là, pour comprendre que quand le cerveau n'est pas optimal, quand le cerveau a des problématiques à bien fonctionner, il y a quelque chose dans le corps qui justifie ça. Le cerveau, c'est comme je dis, c'est notre ordinateur. C'est lui qui compute l'information. C'est nos lunettes du monde. Il ne peut pas bien aller s'il y a des enjeux organiques très importants. Bon. Donc, dans mon parcours psychiatrique, je voyais bien aussi que la seule façon d'aider les gens, c'est avec les molécules, là, c'est pharmacocentré. Oui. Et je voyais c'est sûr que ça peut fonctionner pour calmer des enjeux d'intensité de crise. Ça fonctionne. Okay. Oui. Le problème, c'est après, sur le long terme. C'est ça. On ne vient pas de régler le problème. On fait juste comme masquer, on met un plaster sur le bobo, on met, tu sais. C'est ça. Et mes 13 premières années de pratique m'ont vraiment permis d'observer dans des cas graves et persistants que ça masque le symptôme, mais dès qu'on enlève, s'il n'y a pas eu de changement du terrain, les symptômes reviennent. Et voilà. Okay. Les symptômes reviennent, puis là, la peur se prend là-dedans parce que les gens ne veulent pas rechuter, puis là, les professionnels sont inquiets, puis là, il y a de la danger. Donc, ça crée comme une spirale où la personne ne s'en sort jamais, finalement. Ah, c'est ça. Mm-hmm. OK. Puis, donc là, tu l'as dit tantôt, essai-erreur. Oui. Tu as tenté plusieurs choses, selon aussi ce que tu lisais, bien entendu, tu sais. Oui, bien, tout en continuant mon travail en psychiatrie, puis en voyant un peu, je vais dire, la fermeture du milieu, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. C'est ça. Non. Je me suis dit, bon, moi, j'essaie des choses avec mon fils. Comme j'ai fait une formation en Europe avec une psychiatre, en Europe, ils sont comme beaucoup plus ouverts. Là. À l'époque, ils étaient beaucoup plus ouverts. Cette psychiatre-là travaillait avec des clientèles qui souffraient de troubles du spectre d'autisme. Puis elle observait que quand on enlève la caséine d'une protéine du lait, qui est difficile à digérer, et le gluten, qui est une protéine végétale aussi difficile à digérer, elle voyait des améliorations chez les clientèles qui souffraient de troubles du spectre d'autisme. C'est la première étape que j'ai faite chez moi. Intéressant. Suivre ce qu'on appelle la diète sans gluten et sans caséine. Mm-hmm. Alors, je me suis formée à cette approche-là. J'ai vu chez mon fils dans les premières semaines des transformations quand même assez importantes. OK. Donc, je me suis dit, OK, il y a quelque chose là qui est important. Les transformations, souvent, les parents me demandent quoi? Bien, au niveau de la constipation, entre autres. Mm-hmm. Et ça a tout de suite changé. Ensuite, le système nerveux. Donc, mon enfant était beaucoup plus calme. C'est un petit garçon qui était très anxieux, très agité, faisait des petites paniques, il pleurait, il était très stressé. Là. Fait que j'ai vu beaucoup de système nerveux s'apaiser dans les semaines qui ont suivi ça. Un meilleur sommeil. Pour la première fois, je rentrais dans sa chambre et je voyais qu'il dormait profondément. Ce que je ne voyais pas avant. Il était agité. Je rentrais dans sa chambre, à moindre bruit, il sursautait. Donc, j'ai vu que ça l'a calmé, apaisé. Ensuite, il a commencé à tolérer mieux les vêtements. Je fais la texture, tout ça, oui. La texture, la perception s'améliorait tranquillement. Fait que j'ai des changements dans les... C'est révélateur, hein? Tu sais, tu devais tellement capoter, sérieux. Je capotais parce que l'ostéopathe me l'avait dit, je ne l'avais pas vraiment cru. Mais non, mais oui, mais je comprends parce que tu n'étais pas dans ce monde-là. Je n'étais pas rendue là. J'étais tout simplement pas là. rendue là. C'est ça. Exact.
Fait que là, je Il y me a suis tellement de choses à découvrir comme ça que les gens ignorent, là. oui. C'est que ça a commencé comme ça, puis mon conjoint et moi, on a vraiment sauté à pieds joints là-dedans en disant, on va l'aider, si ça l'aide, on va le faire, puis c'est tout, là. Et puis, on a fait ça quand même pas mal d'années, puis on a vu des changements. Même au service de garde, on se faisait dire, votre enfant socialise, c'était plus difficile avant, il joue avec les jouets maintenant, alors qu'il rangeait les jouets avant, tu sais, il rangeait. Oui. Hein? Là, il a commencé à jouer. Fait que là, tu sais, votre enfant joue, votre enfant veut voir d'autres amis. Fait que moi, je me disais, il commence à socialiser, il a le goût de voir. Parce que la socialisation, c'est vraiment un besoin humain qui peut s'opérer quand on est stable, comme quand notre intestin va bien. Ça fait du sens. Oui. Et j'ai commencé à lire sur les effets de l'inflammation de bas grade, c'est-à-dire la toxicité créée dans l'intestin, qui est de bas grade, c'est-à-dire qu'elle n'est pas nécessairement perceptible au bilan sanguin. Parce que des gens vont me dire, j'ai fait des bilans, puis toutes mes protéines C-réactives sont belles. C'est de l'inflammation qui est causée par, on crée de la toxicité dans l'intestin. Tout le monde, on le sait, on va à la toilette, on a des gaz, c'est de la toxicité. Okay? Oui, absolument. Les déchets métaboliques de nos micro-organismes, de notre forêt intérieure. Okay? Fait qu'on crée de la toxicité dans notre forêt intérieure. Et si cette toxicité-là est trop grande, ben c'est comme si ça pollue notre forêt. Et un des conséquences d'une forêt polluée, c'est que la communication avec le cerveau n'est pas optimale, mais aussi, on n'a pas le goût de socialiser. C'est un facteur très important, la sociabilité émotionnelle. Absolument. C'est ça. Donc, tu te détaches de ça. Tu n'as pas envie de voir les gens. Tu sais, une personne adulte, par exemple, tu n'as pas envie de voir tu vas rester chez toi. Tu vas absolument. Pour les enfants, ça va se matérialiser plutôt comme les très jeunes enfants, comme le non-désir d'aller vers les autres amis. Alors, spontanément, un enfant qui est bien, il veut voir les amis. C'est très intéressant, ça. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent ça, là. Oui, bien de plus en plus. Et voilà. Oui, exact. C'est ce qui m'attriste énormément parce que c'est pire en pire et pas mieux en mieux. Ça fait, Exactement. Alors, j'ai vu ça changer aussi, mon conjoint aussi. Puis mon conjoint, il y avait à ce moment-là, lui, souffrait lui-même d'un côlon irritable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a vraiment comme renversé sa condition en faisant les mêmes changements alimentaires que notre fils. Donc, ça a amélioré son état à lui aussi. C'est merveilleux. Puis je vais te le dire, je m'intéresse beaucoup à ça parce que le garçon de mon conjoint a développé justement une colite ulcéreuse depuis cet hiver. Et c'est pour ça que je me dis, pardon? Un enfant qui développe une colite ulcéreuse. Ça fonctionne pas, là. Tu sais, je veux dire, ça marche pas, là. Il y a de quoi qui cloche, là, tu sais, là, définitivement. Puis c'est pour ça que je m'y intéresse davantage. Tu aurais dû voir le repas de ce matin. Fait que des protéines, tu sais. Donc, on a coupé les glucides là-dessus. Mais c'est pas facile, c'est un jeune homme de 17 ans. C'est ça. Mais des colites ulcéreuses, ça, c'est une autre affaire. Quand j'étais en pratique privée traditionnelle comme psychologue, là, j'entendais pas ça, des colites ulcéreuses chez les adolescents, des filles avec des ovaires polykystiques à 14 ans, des affaires qui sont apparues, là. Puis évidemment, c'est techniquement hors mon champ parce que moi, j'étais psychologue, mais les gens me racontent leur vie. Ils ont de la dépression, de l'anxiété, ils ont des problèmes XY, il y a de l'attaque de panique. De manière concomitante à ça, des ados qui ont des ovaires polykystiques, de l'endométriose sévère, des troubles menstruels importants, aucun bon sens. Des ulcères à 14 ans, 15 ans. Ben non. Ça n'existait pas, ça, ou en tout cas, la prévalence était moindre, vraiment moindre. Effectivement. Donc, je le vois de manière comorbide, là, l'évolution des problématiques. Je voyais dans ma pratique. Fait que c'est ça. Fait que là, excuse-moi, j'ai dérivé du... Tu disais ton conjoint aussi a décidé, a renversé justement son problème de santé. Oui, ça l'a énormément aidé, même au niveau des bilans sanguins à ce moment-là, au niveau des marqueurs inflammatoires qui étaient inflammés. Là. La protéine C-réactive, entre autres, tout est redevenu normal pour lui. Donc, on s'est dit, OK, fait qu'il y a quelque chose qui joue aussi avec juste le fait de réduire l'exposition au corps à certains glucides transformés, à des protéines difficiles à digérer, comme la caséine, entre autres, au gluten, une protéine végétale indigeste, le maïs complètement indigeste. C'est juste en enlevant
des produits ultra transformés où il y a du soya à quantité industrielle. On a fait des coupures assez simples pour se ramener à une alimentation beaucoup plus, je vais dire, ancestrale. Oui, de base, hein? C'est ça. Des vrais aliments qui n'ont pas subi de transformation, éviter les agents liants, éviter les colorants, éviter tout ça. Le plus possible, là. On faisait de notre mieux. Oui. Deux jeunes parents qui travaillons, ouais. comme tous les parents, là, occupés. Oui. Mais c'était extraordinaire les changements qu'on voyait chez notre enfant. Là. C'est ça. Ben, c'est ça. Fait que tu as le goût de continuer en ce sens dans ce temps-là. Là. Puis quand je l'ai fait évaluer en neuropsy, évidemment, j'ai été psy pendant 17 ans. Là. Donc, j'avais accès à toutes sortes de professionnels. C'est magnifique. Mais j'ai fait évaluer en neuropsy. J'ai pris une neuro qui était en Ontario parce que je voulais avoir quelqu'un qui ne me connaît pas puis qui est objective. OK? Fait que c'était stratégique, mon affaire. Donc, je fais évaluer mon fils. Puis elle me dit, je vais être... Elle met le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, qu'on appelle la dysfonction non verbale. Ça fait partie du trouble du spectre de l'autisme, mais tu sais, c'est vaste là, comme catégorie diagnostique. Dysfonction non verbale, ça veut dire que c'est un enfant qui performe dans la douance au niveau verbal. D'ailleurs, Olivier, il parlait comme un adulte très, très jeune. C'était étrange. Là. Tu sais, il avait un vocabulaire bien trop avancé versus... Fait qu'il y a une douance au niveau verbal, mais il est dans le déficit au niveau des praxies. Oui. Qui est moteur. Fait que ça fait un écart, ça fait un enfant qui semble un peu étrange à première vue. C'est comme, il n'est pas habile au niveau motricité, il est vraiment habile, mais au niveau du langage, extrêmement doué. Et c'est un peu bizarre là, comment les gens reçoivent, c'est-à-dire c'est un profil atypique. Hein, donc, ça donne... Et elle m'a dit, moi, je vais mettre le diagnostic aussi de TDAH avec ça. Parce que sa mémoire de travail, donc ce qu'on évalue en neuropsychologie pour qualifier un enfant qui est capable cognitivement d'encoder en mémoire de travail, est comme dans la déficience. Fait qu'elle dit une mémoire, en d'autres mots, j'aime taquiner mon fils avec ça, mais une mémoire de poisson, là. Il encode rien. Oui, OK. Et puis donc, pourquoi je dis ça, c'est que quand on a fait les changements au niveau de l'alimentation sur plusieurs mois, j'ai refait faire des échelles de testing au niveau de la mémoire juste pour voir qu'est-ce qui allait se passer là. Puis les échelles ont bougé. Ça veut dire qu'il y avait eu une augmentation de ses capacités de mémoire de travail. Donc, signe que c'est supposé d'être ce qu'on apprend à l'école, c'est des marqueurs stables dans le temps. Ça ne bouge pas. Mais en réalité, ça peut bouger. Et pourquoi ça peut bouger? C'est à cause de l'inflammation. Oh, wow. Tous les liens, hein? Incroyable. J'ai compris plus tard pourquoi ça bouger. Oui, mais en fait, c'est qu'à un moment donné, tu réalises, tu fais comme « Ah oui! » C'est ça. C'est ça, exact. Non, je comprends très, très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien là, mettons, il y avait 6 ou 7 ans là, lors de la première évaluation de neuro. Il y avait déjà un ergothérapeute en place pour des dyspraxies qui allait à l'école à toutes les semaines. On voyait le physio, on voyait l'ostéo, on voyait comme c'était full professionnel autour de lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on travaille l'intestin, à réduire la toxicité produite dans l'intestin, on arrive à resserrer les jonctions du mur. Parce que plus il y a de toxicité produite, il faut voir ça comme une forêt intérieure. Donc, si on prend l'image, si on regarde une forêt en vue aérienne, il y a les arbres, il y a le tronc, il y a le sol. Un peu le même concept, là, c'est facile à comprendre de même que la nourriture arrive, les villis, les feuilles, les cellules. La cellule, c'est le tronc. Puis c'est comme une jonction. Tous les troncs, toutes les forêts, là, c'est comme le mur de l'intestin. Et le sol, c'est la flore. Okay? Notre flore intestinale. La flore microbienne, oui. Donc, quand on produit énormément de toxicité, c'est comme s'il y avait énormément de pollution dans ma forêt. Les arbres sont ouverts, c'est-à-dire il n'y a pas d'étanchéité. Ça crée ce qu'on appelle un intestin perméable. Donc, si mes feuillus ne sont pas assez denses, bien, la toxicité va passer puis elle va aller atteindre ma flore, le terreau. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que ce mur-là soit assez étanche pour pas que les particules d'aliments non digérés, la toxicité, ce qui ne doit pas passer vers le flux sanguin dans le sol, doit être évacué. C'est ça. Et si la toxicité est trop grande, ça crée cette ouverture entre le mur et les jonctions, bien, la toxicité peut circuler et aller atteindre le cerveau et causer la neuroinflammation. Il est là le problème. Il est là le problème. Et l'inflammation,
L'alimentation est responsable de beaucoup d'éléments de dysrégulation émotionnelle. C'est-à-dire, on a classifié en psychologie traditionnelle puis en médecine les troubles en compartiments. Troubles bipolaires, TDAH, je donne des exemples, troubles de la personnalité. Mais en réalité, un ensemble de ces symptômes-là est causé par la neuroinflammation. Absolument. Et tu sais, ça, on parle juste de ce phénomène-là, mais qu'en est-il de toutes les maladies du corps, tu sais? C'est ça. Ça part aussi de là, c'est l'inflammation. C'est ça. L'inflammation de bas grade, ou même des fois, les marqueurs en médecine vont être très clairs. Là. Il y a de l'inflammation, on le sait. Là. Ça va sortir clairement. Des fois, non, mais on peut parler plus d'une inflammation de bas grade à ce moment-là. Dans mon champ en psychologie, c'est la neuroinflammation. Voilà, exactement. Et il y a des gens que ça va sortir plus en douleur ou autres problématiques. Hein? Effectivement, hein, l'articulaire, des problèmes, ben, écoute, il y a tout, c'est bien de valeur, là, mais l'inflammation vient faire un ravage. Oui, exactement. Alors, moi, ce que je veux aussi me diriger, c'est maintenant, OK, qu'en est-il de l'alimentation que tu as choisie? Qu'en est-il de tout ce que tu as fait? Encore une fois, je reviens, tu sais, tu es vraiment allé en entonnoir. Oui. Puis, à un moment donné, à force de faire des essais-erreurs, tout ça, ben, tu t'es rendu compte que oui, là, on est sur un point. Tu as parlé, bon, une alimentation de base, hein, vraiment ancestrale. Mais c'est quoi? C'est quoi que tu veux dire? Parce que les gens, des fois, ils font comme OK, mais encore, c'est quoi une recette? Oui, c'est quoi? Mais en fait, premièrement, tu as un programme. Oui, plusieurs, en fait. C'est ça. J'en ai pour tous les goûts, disons. J'ai des formations virtuelles qui s'adressent à la famille, d'autres en plus individuelles. J'ai également de l'accompagnement 1-à-1, de coaching, accompagnement alimentaire, d'optimisation du microbiote en 1-à-1, fait que dépendamment des problématiques. J'ai aussi des cohortes de groupe 2 fois par année, surtout des femmes, des cohortes de femmes. Hein. Ouais. J'aimerais bien participer d'ailleurs aussi. Je fais des petites retraites de temps en temps. Là. Je sais que j'étais au Poitimine la semaine dernière au Québec. Oui. Donc, je vais essayer 1 ou 2 fois là de faire une retraite. Fait que c'est tous des formats qui répondent à différents besoins qui peuvent être intéressants. Si on a le goût d'une petite vacance, ben le format retraite, c'est le fun. On vient apprendre puis on se détend dans un environnement sain. Si on veut des transformations plus profondes, je dirais, il y a 12 semaines de transformation. Fait que, tu sais, oui, parce qu'il faut se le dire, ça prend un temps quand on fait un changement. On ne fait pas ça du jour au lendemain parce qu'on peut vivre. Ben, malheureusement, les gens virent fous presque. Hein, c'est comme, oh, mon Dieu, j'ai plus mon sucre, j'ai plus mon pain. J'ai plus... Au sevrage, il y a des périodes de sevrage quand même assez importantes. C'est ça. Enlever le pain, ça amène du sevrage. Enlever le sucre, ça amène du sevrage. Oui. Puis, il faut être prêt mentalement. Là. Voilà, exactement. C'est ça l'affaire. Ouais. Donc, c'est ça. J'ai différents. Mais sur ma page web, là, j'ai plein de choses. Mais sur mes réseaux sociaux, là, je suis très active. Il y a plein de contenus gratuits. J'ai aussi. Oui, je vais mettre au bas du podcast d'ailleurs tous tes liens. Donc, les gens vont pouvoir aller te voir et te trouver. Facebook, ma communauté qui est super, 4000 membres qui échangent sur les protocoles alimentaires, tout ça. Fait que c'est vraiment bien aussi. OK, super. Bon, ils vont pouvoir te trouver. Alors, la méthode GAPS. Oui, c'est ça. Donc là, plus tard, avec mon fils, je pense qu'il avait 7 ou 8 ans, c'est une naturopathe avec qui je travaillais. Donc, plus tard, là, toujours en étant psychologue en psychiatrie, j'ai ouvert une clinique holistique avec 2 autres psychologues. Mon souci était de donner un accès aux soins en Outaouais aux gens qui voulaient travailler de manière holistique. Alors, on avait des psychologues, une petite clinique de nutritionnistes, ostéo, naturopathes, 2 naturopathes avec nous. Fait que pendant une dizaine d'années, on a opéré. Un moment donné, simultanément, j'étais en psychiatrie et là, mais à un moment donné, j'ai juste quitté le milieu psychiatrique pour m'y dédier complètement. Mais on a opéré vraiment une très belle clinique jusqu'en 2022 où on pouvait justement, avec le client était au cœur là, des interventions puis pouvait vraiment aller chercher, bon. Et dans cette clinique-là, la naturopathe avec qui je collaborais, elle était formée, elle connaissait bien le protocole GAPS. Donc, elle m'a parlé du protocole GAPS. J'ai lu les livres. Je pense qu'Olivier avait, je ne sais pas, 6 ans peut-être. Et là, ça, c'était le summum de la théorie de tout ce que j'avais. Les pièces du puzzle manquantes, c'était ça. C'était ça. T'en étais là. Exact. Donc, GAPS, ça, c'est les initiales GAPS pour gut. Gut, ça veut dire intestin. N, psychology, syndrome. Donc, le syndrome entéropsychologique. Entéro pour entérocyte. C'est pour ça qu'on appelle ça un gastro-entérologue. Donc, c'est vraiment comment les entérocytes, nos cellules de l'intestin,
s'ils ne sont pas en forme, peuvent occasionner des troubles mentaux ou des troubles psychiatriques. Comment c'est lié? Okay? Enfin, tu étais tombée dessus. Oh, ben, elle expliquait tous les troubles neurodéveloppementaux, le TDAH, tout ce que mon fils avait, la dyspraxie, c'était là-dedans, je capotais. Donc là, j'ai lu ce livre-là 15 fois. Parce à l'époque, il était qu'en anglais, puis c'est assez chargé scientifiquement. Ouais. Puis je l'ai lu, puis je l'ai lu, puis je l'ai lu, puis j'ai commencé à appliquer le protocole alimentaire qui était suggéré là-dedans. Puis là, ben, révolution vraiment pour notre fils. Vraiment, on a vu encore plus de changements durables. Et là, je me suis dit, ben, il faut que tout le monde connaisse ce protocole-là, ça n'a pas de sens. Et j'ai commencé en clinique, dans ma clinique de psychologue, à parler un peu de ça, de comment le microbiote était lié à la santé mentale et tout ça. Et j'ai fait ma certification GAPS parce que plus tard, beaucoup plus tard, les professionnels de la santé ont le droit de se former comme praticiens ou certifiés, c'est-à-dire c'est vraiment une certification extraordinaire là, qui est quand même d'une bonne durée là, de 4 mois, assez presque temps plein, pour aller apprendre le protocole, des essais cliniques à rédiger. C'est la neurologue qui donne les ateliers de formation avec l'équipe autour d'elle. C'est une neurologue qui a écrit ce protocole-là. Il y a des ateliers de cuisine à faire pour s'assurer que tu cuisines bien les aliments. Fait que l'idée, c'est de régénérer le microbiote intérieur. Oh, wow. Étape par étape. Oui. Donc, je suis maintenant certifiée GAPS et depuis les dernières années, j'attire tous les professionnels que j'aime avec moi. Je passe la formation. Ça commence à grandir un peu au Québec. C'est merveilleux. Il faut que ça bouge. Fait que j'ai une copine infirmière qui a fait ça récemment. J'ai une copine médecin qui a fait sa formation récemment. Fait que ça me nourrit énormément parce que plus on va avoir de gens formés à la Cette formation-là, est-ce que c'est toi qui la donnes ou c'est encore la neurologue? La neurologue, c'est vraiment la formation GAPS officielle. Officielle. C'est ça. Donc, quand tu fais ta certification GAPS officielle, tu peux ensuite enseigner, utiliser les outils, les théories dans tes ateliers, dépendamment de la profession. Fait que moi, j'étais dans la profession de psychologue, donc j'intègre les outils qui vraiment viennent compléter mes notions traditionnelles. Oui, super. Alors, j'en reviens à la recette. Oui. Je veux que les gens comprennent c'est quoi exactement que tu fais. Parce que pour le donc, il y a pas, on n'a parlé pas de gluten. Tu as parlé de plein d'aliments tantôt qui ne sont pas bons pour notre corps, par exemple. Tu as parlé du maïs, tu as parlé du soya, tu as parlé, donc, qu'en est-il de ton assiette? Le matin, le midi, le soir, est-ce que, parce que les gens sont conditionnés à manger le matin, le midi, le soir, il faut comprendre que ce n'est pas une diète, ce protocole-là, c'est un protocole de soins. Donc, il y a comme 2 étapes. L'étape 1, c'est introduire, c'est qu'on veut aller travailler le mur. Et quand on fait ça, là, c'est dans le but de resserrer les jonctions. Oui. OK? Et donc, ce qu'on va prioriser, puis il y a 6 étapes. Je ne veux pas dire chacune des 6 étapes. Non, mais ça donne au moins une idée. En 6 étapes, au début, le but, c'est de resserrer les jonctions du mur et de régénérer la forêt. Alors, on va manger des aliments qui sont extrêmement digestes, c'est-à-dire qui donnent très peu de travail à nos cellules. Parce que quand on digère, disons, des grains, c'est quoi des grains? Du pain, des céréales, des pâtes alimentaires, du maïs, des grains, c'est des molécules complexes. OK? Ça veut dire que pour que le corps digère ça, il faut avoir des ouvrières en forme. Quand on est malade, nos ouvrières sont fatiguées. Ça va? Donc, on va régresser au niveau d'une alimentation c'est beaucoup de nutriments, peu d'efforts des cellules. Donc, on va manger des bouillons de viande, des viandes mijotées, toutes les viandes, toutes les protéines animales, mais cuites sur des longues durées. On va réintégrer les graisses animales de manière graduelle et progressive, OK, pour donner une chance au corps de procéder ça. Et on va manger des aliments comme des jaunes d'œufs qui ne demandent aucune digestion. Fait que les premières étapes, c'est de se réapproprier beaucoup de collagène, beaucoup de nutriments et les gens sont surpris d'entendre que nos cellules absorbent très bien le fer des viandes. Et donc, c'est pour ça qu'on va recommencer à manger d'abord ça. Puis ensuite, on va graduellement réintégrer les produits laitiers qui sont fermentés à la maison pour les faire. Il y a des façons de les fermenter pour avoir beaucoup de bactéries,
pas de sucre, donc pas de lactose. On va réintégrer les légumes, mais encore là, sous une forme très digeste. Les légumes hypotoxiques d'abord, qui contiennent faible toxicité, puis ensuite la fermentation, les bonnes huiles végétales de qualité crue. Puis on va comme réhabituer notre forêt intérieure à des aliments de plus en plus complexes à digérer. Mais tu ne vas pas jusqu'à remanger des grains dans le fond Léon, là. À la fin, mais il faut que les grains soient apprêtés correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Des céréales de déjeuner, ce n'est pas des grains apprêtés correctement. Merci. C'est ça. Fait qu'il faut comprendre dans le processus, là, on comprend c'est quoi un grain, c'est quoi sa structure, pourquoi que ça peut créer de l'inflammation dans le corps, comment l'industrie manipule les grains pour nous rendre dépendants. Oui. Okay. Fait qu'on apprend tout ça dans mes formations. Puis ensuite, si vous voulez en consommer des grains, quand, comment, et comment l'apprêter pour le digérer, parce que sinon, on ne digère pas ça, là. C'est très difficile à digérer. Oui. C'est comme des étapes qui permettent de régénérer la forêt intérieure, puis ensuite réintégrer des aliments quand l'intestin est prêt, puis la santé mentale va bien. Parce que moi, je m'arrête beaucoup à l'aspect de la santé mentale. Voilà. Et c'est un peu du cas par cas parce que notre microbiote, notre forêt intérieure, les espèces varient, là, mais il y a une façon de le faire. Je pense que de toute façon, tu sais, tantôt tu disais, bon, c'est pour vraiment amener un soin à nos intestins. C'est bon, parfait. Mais il n'en reste pas moins, c'est un style de vie à adopter. Exact. Puis après, là, les gens me disent, je ne ferai plus jamais manger de pain de ma vie. Oui, on peut en manger, mais on va avoir tellement cheminé dans comment on a travaillé notre flore que les besoins sont différents. Puis j'imagine qu'on sent tellement le changement qu'on n'a pas envie de revenir en arrière. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est ça la beauté. C'est là que je dis, c'est un style de vie qu'on adopte. Tu sais, c'est pas un régime qu'on fait. Non, c'est un style de vie. Puis quand tu te sens bien, inévitablement, tu continues avec. Tu sais. C'est ça. Puis si tu as moins d'inflammation, tu as moins de problèmes de santé, c'est un tout, là. Totalement, exactement. Puis c'est dur à croire parce que les gens disent, là, moi, j'adore manger du sucre ou j'adore manger mes céréales ou mon gruau le matin. Mais quand on ne nourrit plus notre forêt intérieure avec ce sucre, parce que c'est du sucre, des grains, c'est du sucre. Oui. La variété de nos micro-organismes change. C'est-à-dire, ça modifie ce que la flore veut manger. Donc, quand on donne à notre enfant des aliments, des fois, les parents me disent « Ouais, mais mon enfant ne veut pas manger ça. » C'est pas lui, c'est sa flore. C'est ça. C'est la flore qui choisit. C'est ça, exact. La flore envoie des messages à notre cerveau en disant « Je veux ci, je veux ça, je veux consommer de la viande. » Puis c'est là l'importance du sevrage, comme tu as dit, pour pas que le cerveau tombe en état de famine. Je capote, j'en aurai plus jamais. Tu sais, fait que là, c'est la première image qu'ils peuvent avoir. Puis là, alors là, ils vont retomber, ils vont en remanger encore plus. C'est un peu l'effet des régimes, là, tu sais. Exact. Dans le fond, quand tu tombes dans la restriction, mais que tu nourris pas ta forêt intérieure adéquatement, ta flore intestinale, la composition ne change pas. C'est juste en restriction. Donc, quand tu relâches un peu, cette flore-là est encore là, puis elle t'envoie des signaux. Là. Ça devient obsessionnel. Là. Absolument. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, tu vas venir qu'à manger encore plus de tes biscuits ou quelconque, je ne sais pas quoi, là, tu sais, là, tu rechutes. Exact. Donc, il y a vraiment des stratégies aussi en parcours du protocole GAPS pour pas qu'il y ait des cravings. On va travailler des envies alimentaires. Il y a des façons de faire ça. Il y a vraiment des bonnes stratégies alimentaires pour couper. On ne veut pas qu'il y ait de montagnes russes de sucre. Dès qu'il y a des montagnes russes de sucre, on a le goût de manger, ça donne des rages. Oui, exactement. On va aborder ça à travers parce que des gens vont me dire, j'essaie toutes mes stratégies, j'y arrive pas. C'est pas vous, parce qu'il y a un peu de mental là-dedans, de désir, de motivation, mais il y a beaucoup, beaucoup de l'effet de la flore qui parle à notre cerveau. On ne peut pas le négliger. Ça existe, là. C'est ça, oui, exactement. Ah, c'est vraiment fascinant, Geneviève. Merci infiniment. Avec plaisir. Je crois que les gens vont bien comprendre aussi qu'est-ce qu'il y en est. Puis je trouve ça super important de leur faire comprendre ceci, parce que c'est là le nerf de la guerre. Là. Ça se passe au niveau du microbiote, puis souvent les gens l'ignorent. Oui. Alors, écoute, oui. L'industrie manipule tout ça pour nous rendre dépendants. Dépendants.
Absolument, absolument. Oui, exactement. Merci infiniment et je vais mettre toutes tes informations au bas du podcast parce que le temps file. Donc, je vais pouvoir tout mettre les informations si les gens veulent te rejoindre, donc à passer justement par les réseaux sociaux ou encore aller sur ton site Internet. Oui, oui, oui. Les réseaux sociaux, c'est le plus facile ou mon courriel info@tongotteparle, 2T, tongotteparle.com. Oui, je vais aussi le mettre d'ailleurs, donc ils pourront t'écrire directement. Merci beaucoup, c'est très agréable comme discussion. Merci à toi. Alors, je vous dis à une prochaine pour le podcast Goûte à la vie.